Agoraphobie, comment réussir à s'en sortir et à en sortir en 4 étapes. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'agoraphobie et comment vous allez pouvoir enfin vous sortir de cette prison sans mur. Vous paniquez peut-être lorsque vous voulez sortir de chez vous. Vous avez besoin de vos proches à vos côtés pour vous rassurer. La foule vous terrorise, au supermarché c'est l'enfer et surtout lorsqu'il faut passer à la caisse et attendre. Au cinéma, il vous faut absolument une place près de la sortie. Ne parlons pas du métro qui vous provoque des crises d'angoisse insupportables et rester seul chez vous vous est parfois très difficile. Sans compter les embouteillages qui peuvent être votre pire cauchemar. Il se peut que vous souffriez d'agoraphobie, comme 2 à 4% de la population française et comme toutes ces personnes dans ces vidéos. Pleure pas. Depuis 6 ans, Céline vit dans la terreur de sortir de chez elle. À chaque fois qu'elle fait l'effort de mettre un pied dehors, elle est victime d'attaques de panique insurmontables. Je souffre de l'agoraphobie depuis 6 ans. Je peux pas me déplacer à pied. En fait, il faut toujours que je sois en voiture. Non seulement elle a peur de sortir, mais elle ne supporte pas non plus d'être seule avec ses enfants dans son appartement, obligeant Pierre-Michel, son mari, à rester chez eux en permanence. Ouais, mais c'est dommage, c'est beau, on aurait pu ressortir. Pour l'instant, non, j'ai que toi. Respire. Lorsque Anne prend sa voiture pour oser se rendre seule au marchand de journaux se trouvant à 500 mètres de chez elle, la panique prend toujours le dessus. Allez, on laisse pas monter. Elle est incapable de se contrôler. Je suis dans un monde parallèle dans ces cas-là. Un monde terrifiant. Anne est agoraphobe depuis plus de 20 ans, mais elle souffre d'une agoraphobie un peu particulière. L'extérieur et surtout être au volant de sa voiture seule la terrorise au plus haut point. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est d'être séparée de son mari Franck. Dès qu'il doit s'absenter pour faire une course à l'extérieur et qu'elle se retrouve éloignée de lui, elle plonge aussitôt dans la panique, même en restant chez elle. Une fois par semaine, Mélissa est obligée de sortir de chez elle pour aller faire ses courses. Et à chaque fois, cela se transforme en véritable cauchemar pour elle. Elle va se retrouver dans un endroit qu'elle ne connaît pas, entourée d'une foule d'inconnus, ce qui pourrait lui arriver de pire dans la vie. Je me sens pas bien, je me sens oppressée là. Mélissa est agoraphobe et n'accepte de quitter son appartement que s'il est accompagné de sa sœur ou de sa meilleure amie, et même là, l'épreuve s'avère à chaque fois insurmontable. Et on est sorti, ma belle, on est sorti. Le plus gros est fait, c'est bon. Nous allons voir maintenant toutes les étapes pour vous débarrasser de l'agoraphobie. La première étape pour sortir de l'agoraphobie est la compréhension. C'est vraiment l'idée de bien comprendre ce qu'est l'agoraphobie. Elle peut commencer dans l'enfance, mais elle va débuter plutôt à l'âge adulte et avant 35 ans. On a tendance à la décrire, l'agoraphobie, comme la peur de la foule. Ce mot est tiré de l'agora, la place publique dans la Grèce antique. L'agora était le centre d'Athènes, mais n'était pas fréquenté que par les hommes politiques et les magistrats de la cité. Ce lieu accueillait un marché où la population pouvait acheter des aliments et d'autres marchandises. L'agoraphobie, ce n'est pas seulement la peur de la foule. La peur de la foule, c'est juste un des symptômes du diagnostic, qui n'est pas forcément présent. Selon le DSM-5, qui est un manuel diagnostique des troubles mentaux, l'agoraphobe va avoir peur de rester coincé dans un endroit, sans pouvoir s'en échapper, ou il a peur de ne pas être secouru à temps, ou de ne pas avoir d'aide à temps. Mais j'ai aussi des clients qui sont agoraphobes et qui sont parfaitement capables de rester dans la foule. Mais par contre, ils sont incapables de rester chez eux car ils se sentent véritablement coincés dans leur maison. En effet, s'ils sont seuls, personne ne pourra être là pour les aider en cas de crise de panique, ou bien tout simplement ils habitent à la campagne et l'hôpital et le médecin sont vraiment loin de chez eux. On peut être agoraphobe dans une situation aussi sociale, comme je me rappelle un de mes clients qui, chez le coiffeur, faisait des crises de panique car il se sentait
vraiment coincé dans son fauteuil, dans le fauteuil de la coiffeuse, et il ne pouvait pas s'échapper avant que la coupe de cheveux ne soit finie. Je vais rajouter aussi quelques critères du DSM-5 dont je vous ai parlé plus tôt pour vous permettre de mieux repérer et de savoir vraiment si vous souffrez d'agoraphobie. La peur ou l'anxiété doit concerner 2 ou 5 de ces situations suivantes. Vous allez donc pouvoir faire le test. Comme utiliser les transports publics, il va s'agir du taxi, de l'autobus, du train, des bateaux, les avions, ou tout simplement être dans des espaces qui sont ouverts, comme le parking, le marché, le pont, les campagnes désertes. Vous voyez que l'agoraphobie n'est pas seulement la peur de la foule. C'est aussi avoir peur d'être dans des endroits fermés, comme les magasins, le théâtre, les cinémas. C'est aussi la peur de faire la queue dans un magasin, au supermarché dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la banque, mais aussi être dans la foule. Ça peut être aussi être à l'extérieur de votre maison, seul, mais aussi à l'intérieur, comme on l'a vu pour certains. En tant qu'agoraphobe, vous allez ressentir de la panique. Alors, quels sont les symptômes de la panique? Les maux de tête, ça peut être des étourdissements, des tremblements, des palpitations, des maux de cœur, maux d'estomac et beaucoup d'autres symptômes qu'il serait trop long à décrire dans cette vidéo. Vous pouvez vous sentir aussi comme détaché des autres, isolé. Et vous avez peur d'avoir des symptômes de la panique dans certains endroits. Donc, vous allez éviter l'endroit ou les endroits qui ressemblent fortement aux conditions dans lesquelles vous avez vécu déjà cette première crise de panique. Vous pouvez avoir peur de perdre le contrôle en public, mais je tiens à préciser que ça n'a absolument rien à voir avec la phobie sociale, même si vous avez tendance à vous isoler socialement, mais c'est pour d'autres raisons. Vous êtes aussi énormément à risque de souffrir de dépression, d'abuser de substances comme l'alcool et les drogues qui vous donnent la pseudo-impression de vous apaiser, mais parfois ça peut être encore pire après. Quelles sont les causes de l'agoraphobie? Il y a 3 facteurs explicatifs de l'agoraphobie. Premièrement, les facteurs génétiques. Des études sur les jumeaux ont montré que la génétique influençait l'apparition de l'agoraphobie, surtout si elle est associée à des crises de panique. On met souvent la génétique à toutes les sauces pour expliquer les problèmes de santé. Ainsi, j'ai entendu de la part d'une amie qui souffre de diabète de type 2, mais mon diabète de type 2, c'est génétique, ma mère en avait, ainsi que ma grand-mère. Eh bien, cette manière de penser conduit à une certaine passivité. Ce n'est pas de ma faute, vous allez vous dire, c'est de ma famille, ça vient de mon passé, de mon héritage donc génétique. Et on va plus facilement donc prendre un traitement contre le diabète au lieu de changer tout simplement son régime alimentaire. Oui, peut-être que vous avez le gène du diabète, s'il existe, mais ce n'est pas une fatalité. L'épigénétique nous montre que même si vous avez ce gène, en fonction de ce que vous allez manger, ce gène va soit s'allumer, soit s'éteindre. L'épigénétique, d'abord, c'est une des plus grandes révolutions scientifiques de ces 20 dernières années. Parce qu'elle touche à des quantités de fonctions du corps et à notre environnement en même temps. On a découvert qu'il y a un métaprogramme qui dépend de nos comportements et qui dépend aussi involontairement d'effets venant de l'environnement. Par exemple, la pollution, par exemple le bruit, par exemple le soleil. Certains produits vont être sécrétés dans notre corps, vont aller interférer sur l'ADN, ralentir son expression et même le rendre silencieux. C'est ça l'épigénétique. Une image simple pour mettre à la portée des auditeurs l'épigénétique, c'est le programme qu'on a dans nos smartphones. On a un programme, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. C'est comme un peu le programme génétique, c'est l'ADN de votre smartphone. Mais on peut télécharger des applis. Et ces applis vont faire en sorte que, grâce à ce programme interne, on va pouvoir avoir des fonctionnalités différentes. L'épigénétique, c'est un peu ça.
notre programme de base, notre OS, c'est notre ADN, et des applis vont se déclencher en fonction de notre comportement. Ce que nous devons manger, si nous faisons du sport ou pas, si nous arrivons à manager notre stress ou pas, si nous avons du plaisir d'en faire ce que nous faisons, et si nous avons une harmonie de notre réseau social, familial et professionnel. Ces 5 éléments combinés entre eux vont sécréter dans notre corps des produits qui vont aller sur l'ADN du noyau et inhiber ou activer son expression. Autrement dit, si vous mangez correctement toute votre vie, en évitant de prendre trop de sucre, vous n'aurez peut-être jamais de diabète de type 2, car ce type de diabète est déclenché par l'alimentation. L'inverse est vrai aussi, si vous mangez trop de sucre, vous allez réveiller le gène du diabète. Je tiens à préciser que je ne parle pas du diabète de type 1, qui est celui que l'on a à la naissance à cause d'un dysfonctionnement du pancréas. Dans le cas de l'agoraphobie, même si vous avez des parents anxieux, voire qui sont tous les deux agoraphobes, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous soigner et que vous n'allez pas réussir à en sortir. Il est bon alors d'arrêter de chercher les causes, mais plus de passer à l'action pour se sortir de l'agoraphobie, et nous allons voir comment. En deuxièmement, il y a aussi les facteurs environnementaux. Une exposition à des situations traumatisantes ou un stress prolongé, comme un viol, une agression, des phobies ou des attaques de panique à répétition peut effectivement conduire à l'agoraphobie. Une incapacité à gérer l'inconnu et l'incertitude, tout ça, ça peut être dû à vos parents qui étaient surprotecteurs et qui vous envoyaient des messages que le monde était ou est dangereux et qu'il fallait absolument de s'inquiéter de tout. On appelle ça l'anxiété apprise, par conditionnement. À force d'entendre ces messages en boucle et en boucle pendant des années, vous avez fini peut-être par y croire et on peut devenir à ce moment-là plus facilement agoraphobe. Mais encore une fois, et je le répète inlassablement, rassurez-vous, cela peut aussi changer pour vous. Les troisièmes facteurs sont les facteurs psychologiques. Ce sont tous vos traits de caractère qui sont aussi très influencés par l'éducation parentale dont on a parlé plus tôt. Ainsi, si vous êtes plutôt d'un caractère passif et que vous n'osez pas passer à l'action, trop aller de l'avant, vous allez avoir tendance à ne pas vous exposer à la peur. Si vous avez un caractère plutôt dépendant, vous allez souvent demander de l'aide à quelqu'un pour vous accompagner dans les situations qui vous font peur. Ou encore, si vous avez cette mauvaise habitude qui consiste à envisager des catastrophes qui pourraient arriver, rassurez-vous, et je le répète encore une fois, vous allez me dire que je me répète beaucoup, oui c'est vrai, mais je tiens à vous rassurer, on peut changer et à tout âge. Qu'est-ce qui fait que votre agoraphobie se maintient? Tout d'abord, recherchez les causes. Le fait de rechercher les causes de votre agoraphobie ne vous aide pas. Alors, je ne dis pas qu'au début, ça peut être intéressant pour vous d'aller sur Internet pour bien comprendre ce dont vous souffrez, mais y passer des heures, aller sur les forums de discussion, là où vous voyez des personnes souffrir d'agoraphobie et qui se plaignent, et peut-être que ça fait des années, et peut-être que ces personnes n'ont rien entrepris, et vous essayez de comprendre, ça ne vous sert absolument à rien, voire ça vous démoralise. Car parfois, il n'y a pas vraiment de cause précise à votre agoraphobie. Vous passez peut-être des heures à ruminer pour voir dans votre passé s'il n'y a pas un événement qui serait responsable de ça. Vous cherchez, sans trouver, et ça peut vous stresser, vous empêcher de dormir, et vous souffrez aussi de rumination mentale, ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre. Plus vous stressez, malheureusement, plus votre agoraphobie va se maintenir. De plus, toutes ces recherches sont pour moi contre-productives. Elles vous empêchent de passer à l'action pour trouver vraiment là où les solutions, surtout les solutions à votre problème. Les recherches, les ruminations vous maintiennent dans une énergie très très basse. Ça vous prend votre énergie et ça va vous entraîner plutôt dans la dépression, l'inaction plutôt qu'une recherche active de solutions.
De plus, sachez que votre cerveau a horreur de ne pas trouver de solution. Alors il fait tout pour que vous cherchiez encore et encore. C'est un cercle vicieux et il est très angoissé si vous ne trouvez rien. Abandonnez pour l'instant l'idée de trouver une cause à votre agoraphobie et concentrez-vous tout simplement sur le fait de comment arrêter l'agoraphobie. C'est ce que nous allons voir bientôt. Le catastrophisme est un facteur de maintien de votre agoraphobie. Je sais pertinemment que ce que vous vivez est difficile, insupportable. Vous ne savez pas pourquoi cela vous arrive, surtout que cela peut arriver brutalement sans vous prévenir. Et vous pensez peut-être que vous avez quelque chose de grave, une maladie, une sorte de maladie incurable, ou peut-être que vous allez devenir fou et, comme me disent certains de mes clients, vous allez finir interné en hôpital psychiatrique. Ces pensées négatives maintiennent votre agoraphobie. Ce sont des pensées ultra négatives car vous n'avez rien de tout cela. Vous souffrez d'agoraphobie, vous n'êtes pas fou et ce n'est pas une maladie grave et c'est une maladie réversible. Ce n'est pas un problème que l'on garde toute sa vie. Alors dès à présent, vous pouvez arrêter de penser que vous avez quelque chose de grave et vous allez voir, vous allez vous sentir tout de suite mieux. Les croyances fausses, non invalidées, maintiennent votre agoraphobie. À cause de crises de panique que vous avez, vous pensez que forcément, vous allez en refaire une. Le fait que vous ayez par exemple une crise au supermarché signifie pour vous que vous allez forcément en refaire une et une soit aussi importante, voire plus importante. Ou que vous allez en refaire une si vous sortez de chez vous. Vous avez peut-être raison, mais en êtes-vous certain? Avez-vous testé ce fait? Et s'il s'agissait de croyances fausses non validées, facteur de maintien de l'agoraphobie? Parlons maintenant de la fuite et de l'évitement. Ce dont je vous parlais plus haut, c'est que plus vous évitez de faire quelque chose, sortir, faire des courses, moins vous allez pouvoir faire ces choses. Et votre peur va se maintenir. Le fait de rester près des sorties au cinéma, de se faire accompagner, tout ça, ce sont des comportements de sécurité qui vous soulagent peut-être sur le moment, mais qui ne vous aident pas à vous débarrasser de l'agoraphobie. Vous ne vous exposez jamais à votre peur, et croyez-moi, elle ne diminuera pas. Et vous pouvez ressentir des bénéfices secondaires à l'agoraphobie. Même si c'est dur à croire pour vous, mais c'est souvent fait de manière inconsciente. Cela vous permet d'avoir vos proches à vos côtés, d'avoir peut-être une relation plus proche avec votre partenaire, votre famille. Ainsi, une de mes clientes agoraphobes avait remarqué que depuis qu'elle était agoraphobe, son père s'occupait enfin d'elle, car lui-même avait souffert d'agoraphobie. Ça l'avait rapproché de lui. Cela vous permet peut-être aussi, de ce fait-là, d'avoir beaucoup moins de responsabilités dont vous avez peur. Attention, dans mes propos, je ne veux surtout pas vous faire culpabiliser, mais vous faire prendre conscience que votre comportement ne vous aide pas à sortir de l'agoraphobie. Et lorsqu'on comprend mieux sa manière de fonctionner, vous allez aller mieux, croyez-moi. Il y a aussi des facteurs situationnels individuels. Il existe des stresseurs chroniques qui perturbent ou maintiennent votre agoraphobie ou qui n'arrangent absolument rien du tout. Alors, ça peut être des problèmes au travail, un problème dans votre couple, avec vos enfants, avec votre famille, ou des difficultés financières. Il y a bien sûr aussi une mauvaise hygiène de vie. C'est un facteur de maintien important de l'agoraphobie. Ainsi, la surconsommation d'alcool, si vous dormez pas assez, le surménage, le fait de ne pas faire de sport, de prendre trop d'excitants ou de la drogue. Alors quels sont les traitements de l'agoraphobie? Et je pense que pour vous, ça a été un parcours du combattant. En tout cas, c'est le cas pour certains de mes clients, pour beaucoup d'entre eux même.
parce que vous avez sûrement essayé beaucoup de choses sans succès. Et voyons pourquoi tout cela n'a pas fonctionné. Premièrement, les traitements. Les traitements médicamenteux fonctionnent chez certaines personnes, mais il faut le savoir, pas chez tout le monde. De plus, ils vont créer chez vous une dépendance et, à mon avis, et à l'avis de certains psychiatres aussi, ne résolvent pas le problème mais l'enfouissent. Je fais souvent le parallèle avec le voyant d'huile sur votre voiture. Imaginez que vous êtes en train de rouler et qu'il s'allume et que vous débranchez, du coup vous vous arrêtez, vous débranchez le câble du voyant. Effectivement, le voyant ne va plus s'allumer, ça sera éteint, mais vous n'avez pas réglé le problème. Vous aurez toujours besoin d'huile, sinon votre moteur va finir par lâcher. Bien, pour moi, c'est exactement la même chose pour les traitements. Attention, ils peuvent parfois être une béquille si vous n'arrivez pas vraiment à sortir de chez vous, mais rien ne remplacera une thérapie dont on va parler. Mais surtout, ne les arrêtez pas d'un seul coup, ça va être encore pire. Alors, soit vous voyez avec votre médecin traitant, et si vous voulez vous passer de votre médecin traitant, vous les arrêtez progressivement, très progressivement, juste à cause de cet effet de dépendance, parce que ça va vous faire souffrir. Parlons de la sophrologie. La sophrologie est une grande aide pour se calmer et être beaucoup plus serein. Les exercices sont d'une grande utilité. Et si vous en connaissez quelques-uns, eh bien, je vous encourage à continuer à les faire s'ils vous font du bien. La sophrologie fonctionne peut-être pour arrêter les crises d'angoisse, mais je n'ai pas eu de témoignage allant dans ce sens. La plupart de mes clients m'ont dit que ça leur a fait énormément de bien, mais que cela ne les a pas sortis complètement d'affaire. L'hypnose. Il me semble avoir vu que l'hypnose fonctionne pour arrêter les crises. Cependant, mes clients me disent que soit ils n'étaient pas réceptifs à l'hypnose et qu'ils n'ont vu aucune aide, ça n'aura fait aucun effet, ou alors que cela n'a pas tenu dans la durée. Je n'ai pas bien exploré ce domaine et je n'y connais pas grand-chose en hypnose. Alors, si vous avez plus d'informations sur le sujet, partagez-le avec moi dans les commentaires. Toutes les médecines alternatives, le guérisseur, l'énergéticien et autres médecines alternatives, certains ont dit que cela fonctionne. Et moi, je ne suis absolument pas contre tout cela. J'ai moi-même été guéri du jour au lendemain d'une légère foulure à la cheville par un kinésiologue. Il ne m'a absolument pas touché et je ne sais pas ce qu'il a fait sur moi, mais le lendemain, je n'avais plus mal. Cependant, il est difficile de trouver un bon professionnel et beaucoup de mes clients ont été déçus par cette approche. Et certains ont dépensé même beaucoup d'argent. La psychanalyse. Vous avez peut-être essayé ou vous êtes en train de faire une psychanalyse qui se pratique encore beaucoup chez les psychologues à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a quand même une raison cachée liée au stress. Donc après des conseils de potes, je suis allé voir un psychologue. Bon, histoire de gratter la merde et pour trouver qu'est-ce qui pouvait me stresser. Je te cache pas que même si c'est bête, moi les psys, j'y crois pas du tout. Donc j'y suis allé comme ça. Alors, remontons un peu dans votre enfance, Mohamed. Une enfance instable, des parents absents, un oncle qui consommait beaucoup de marijuana, me semble-t-il, et il vous caressait. C'est ce qui a déclenché toutes ces crises à répétition. La peur de l'oncle qui respire fort dans votre oreille pendant l'acte. Bah non, j'ai jamais dit ça. Vous non, mais votre subconscient si. Je crois qu'on est à peu près bon. Encore quelques séances et on réglera cette affaire. Vous n'y verrez que du feu. Le principe, si j'ai bien compris, c'est de trouver la cause, souvent dans le passé, pour résoudre votre problème du moment. C'est pour moi la pire des thérapies. En effet, souvent, il n'y a pas de cause à l'agoraphobie. C'est la plupart du temps un problème du présent. C'est une alarme dans votre cerveau dont je vous parle beaucoup dans mes vidéos. De plus, nous avons vu ensemble, vous savez maintenant que rechercher les causes de votre agoraphobie est contre-productif. Alors, si vous suivez en ce moment une psychanalyse pour votre agoraphobie, et je sais que je vais me faire pas mal d'ennemis, mais je veux vous éviter de faire ou de continuer cette erreur, vous perdez votre temps et votre argent.
Parlons maintenant de la thérapie comportementale et cognitive. La thérapie comportementale et cognitive que je pratique, elle est encore très peu connue en France et c'est malheureux car c'est la thérapie de référence pour l'agoraphobie car elle est reconnue scientifiquement. Elle vise à calmer les pensées de la peur, les émotions mentales et physiques et en s'exposant d'une certaine manière aux situations qui font peur, l'agoraphobie finit par s'atténuer considérablement ou disparaître. Mais je vais parler plus longuement de tout cela, de cette thérapie, dans la suite de cette vidéo. Maintenant que vous avez compris ce qu'est l'agoraphobie, nous allons voir comment vous pouvez vous en sortir. Alors l'étape 2 pour sortir de l'agoraphobie, c'est la reprogrammation de votre cerveau. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de travailler sur vos pensées négatives liées à la peur. Depuis que vous souffrez de l'agoraphobie, il s'est créé dans votre cerveau une véritable autoroute des pensées négatives. Et vous allez avoir besoin de déprogrammer cela et faire que cette autoroute devienne un tout petit sentier. Pour cela, dès que vous avez des pensées négatives du type « si je vais au supermarché, je vais faire une crise d'angoisse ou m'évanouir », vous pourriez vous dire « il n'est pas sûr que je fasse une crise d'angoisse et de toute façon, je ne me suis jamais évanoui ». Si vous faites déjà cet exercice et cela ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas peut-être le bon exercice pour le faire ou que vous avez besoin d'un thérapeute pour vous aider. Sinon, vous trouverez de nombreux exercices pour apprendre à reprogrammer votre cerveau et à penser beaucoup plus positivement sur ma chaîne YouTube. Attention, ce n'est pas parce que vous avez fait l'exercice 2 ou 3 fois et que vous n'avez pas eu de résultat que cela ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'être persévérant, votre cerveau est un véritable rebelle et croyez-moi, il ne se dompte pas du jour au lendemain, mais continuez, vos efforts vont finir par payer. Les visualisations et les affirmations positives vont vous aider aussi considérablement à reprogrammer votre cerveau. Alors il y a 2 types d'émotions, les émotions mentales. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, t'as 4 émotions principales. La colère, bonsoir. La tristesse, bonsoir. La peur, bonsoir. Et la joie. Salut. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Fais un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit « réagis ». Mais ce qui va nous intéresser maintenant, dans l'agoraphobie, ce sont les signes physiques dont nous avons parlé plus haut. Ce sont vraiment vos émotions physiques qui vont vous amener à éviter certaines situations pour ne pas les ressentir, car elles sont très désagréables. Ainsi, vous allez éviter d'aller dans les endroits où il y a trop de monde, comme le métro, les magasins, les rues commerçantes. En effet, dès que vous vous trouvez dans ces situations, ou même rien que d'y penser, que vous vous y trouvez en imagination, vous allez ressentir des sensations désagréables dans votre corps, comme la tête qui tourne, votre cœur qui bat très vite, une oppression dans votre thorax et la sensation d'étouffer. Votre cerveau est très bien fait, il va tout faire pour que rapidement vous vous sentiez mieux, et cela le plus rapidement possible. Le problème, c'est que c'est une solution rapide sur le court terme. Lorsque vous sortez du supermarché, de la foule du métro, vous vous sentez peut-être mieux. Mais le fait d'éviter ces endroits vous complique terriblement la vie, voire vous la rend impossible. Mais je vous comprends, il est extrêmement dur de ressentir tous ces symptômes. C'est pour cela que vous avez besoin d'apprendre dans un premier temps à les voir arriver, de les comprendre, mais aussi de les calmer. Alors comment faire ? La première étape est d'apprendre à se calmer par la respiration. Et si vous connaissez déjà des exercices de respiration qui vous font du bien et que vous les avez arrêtés, eh bien reprenez-les tout de suite. Sinon, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne YouTube et j'en mettrai un. Vous aurez le lien dans la description
de cette vidéo. Une bonne respiration peut calmer rapidement vos symptômes et faire que vous restiez un peu plus longtemps dans la situation. Et au fur et à mesure, vous allez vous habituer, mais nous allons en parler plus tard. La deuxième étape, c'est d'accepter les crises. Oui, je sais que vous avez déjà entendu cela. Accepte, lâche prise. Vous entendez ça à longueur de journée dans les vidéos de développement personnel et autour de vous, on vous donne ce conseil. Je vous comprends en effet, ce n'est pas facile sans un bon apprentissage. Notre premier réflexe en cas de douleur ou d'émotion douloureuse, c'est de vouloir combattre, chasser à tout prix, enlever à tout prix la douleur. Hélas, croyez-moi, tout combat est stérile et vous allez rarement en sortir victorieux. Et si c'est le cas, vous allez en sortir totalement épuisé. Les neuroscientifiques, ceux qui étudient le cerveau, ont pu se rendre compte que les gens qui acceptaient leur douleur, eh bien, la réduisaient considérablement. Donc vous avez besoin de cesser de vouloir que cette émotion parte à tout prix. Et vous pouvez faire cet exercice suivant, vous concentrer sur ce que vous ressentez. Vous fermez les yeux, vous concentrez sur ce que vous ressentez. Et au bout d'un moment, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, au bout d'un moment, la sensation douloureuse va s'apaiser. Même si elle ne part pas, elle sera beaucoup moins douloureuse. Vous pouvez également y associer dans un deuxième temps un exercice de respiration. À partir du moment où vous vous concentrez sur vos sensations, votre cortex préfrontal, qui se trouve ici, qui est la voix de la raison, reprend le dessus et dit à votre cerveau de débrancher l'alarme de la peur. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, il n'est pas facile de le faire seul et si vous n'y arrivez pas, consultez un psy qui vous aidera à pratiquer cela en séance avec lui. Enfin, la quatrième et dernière étape, pour sortir de l'agoraphobie, exposez-vous à votre peur. Ce qu'il vous reste à faire dans cette dernière étape, maintenant que vous avez compris ce qu'est l'agoraphobie, que vous avez travaillé sur vos pensées négatives et calmé vos sensations physiques, vous allez avoir besoin de vous exposer à la peur. C'est la partie effectivement la plus difficile, mais elle a été grandement facilitée par les autres étapes que nous avons vues ensemble. Vous avez maintenant moins peur et vous êtes prêt à franchir le pas. Plus vous vous exposez, plus vous débranchez la peur dans votre cerveau jusqu'au moment où vous n'aurez plus peur. C'est votre cortex préfrontal qui, à force de vous exposer, progressivement va reprendre le dessus sur votre amygdale. En fait, oui, parce que s'il faut quand même le dire, le problème vient de l'amygdale qui est dans le cerveau, Absolument. qui doit gérer nos peurs, qui est en conflit avec notre préfrontal et qui, lui, doit gérer la rationalité de nos réactions. Et quand l'amygdale, elle perd les pédales, c'est elle qui fait qu'on a des réactions complètement disproportionnées par rapport à un danger qui finalement est assez bénin. Donc là, le rôle de cette réalité virtuelle, c'est de faire en sorte que mon préfrontal prenne le dessus sur mon amygdale qui fait n'importe quoi. C'est tout à fait ça. Vous ne croyez pas cela possible? Eh bien, d'autres ont réussi avant vous, mes clients ont réussi. Et ils pensaient aussi que ça ne fonctionnerait pas pour eux. Vous allez réussir petit à petit à surmonter cette épreuve. Cela prendra le temps que ça prendra, mais en fonction de vos efforts, croyez-moi, cela finit toujours par fonctionner. Mais l'exposition doit être progressive. Si vous avez peur de rester seul chez vous, il ne s'agit pas de rester une journée entière. Mais déjà, 10 à 15 petites minutes suffiront. Le maître mot est de commencer petit pour réussir. En commençant par la plus petite peur, vous allez réussir à aller de plus en plus loin. Si vous avez peur du métro, demandez-vous quelle est votre plus petite peur. Donc, si vous avez déjà peur quand vous rentrez dans le métro, eh bien, restez dans les couloirs du métro au début. Et c'est parfait, même si vous ne restez que 10 à 15 minutes. Mais ne vous dites pas, mais oui, mais tout le monde reste dans le métro, alors je peux rester encore plus longtemps. Non, non, restez 10 à 15 minutes, c'est la plus petite étape. Sinon, ça va être
contre-productif, vous allez avoir trop peur. Vous allez griller les étapes et vous décourager. Allez au supermarché un lundi à 13 h si vous avez peur des supermarchés, là où il n'y a pas grand monde. Vous aurez toujours le temps, lorsque vous aurez moins peur, d'y aller un samedi après-midi, lorsque vous irez vraiment mieux. Parfois les progrès sont rapides, parfois plus lents. Et ça dépend des personnes. Si vous faites cela, vous allez réussir à sortir de l'agoraphobie, croyez-moi. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de vous inscrire à ma formation gratuite qui vous détaille encore plus les étapes pour vous sortir des crises d'angoisse, mais surtout de l'agoraphobie. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, vous rentrez votre adresse email et vous accédez à 1 heure de formation. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.